Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Bonsoir Fatma. Bonsoir, merci. Et Marc Shepson qu'on ne présente plus. Bonsoir Marc. Bonsoir, ravi d'être là. Pour parler de cet ouvrage collectif qui s'appelle Les Réparateurs, qui n'est plus que nécessaire en ces temps, j'ai envie de dire, qui est nécessaire, que tout le monde devrait lire, qui est paru aux éditions Multiculti le 12 mai dernier. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais rappeler à nos amis spectateurs qui peuvent poser des questions à Fatma et à Marc par mon intermédiaire, et je vous les poserai en fin d'émission. Marc, comme toi, tu es un habitué des rencontres, j'ai envie de dire. On va demander à Fatma si elle veut bien de se présenter rapidement. Oui, avec plaisir. Donc, merci beaucoup pour cette invitation au sujet d'un livre auquel j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à participer, puisque c'est un sujet qui est nécessaire, comme vous le dites aujourd'hui. Donc, moi, je suis médecin, je suis psychiatre. Je suis également écrivaine. J'ai été engagée dans la société civile depuis, allez, maintenant peut-être plus de 25 ans. Je suis engagée dans la société civile. J'ai également fait de la politique auparavant et je considère que mon métier de psychiatre est une sorte d'ouverture sur la société, non pas seulement une ouverture, mais quelque chose qui nous permet d'anticiper les choses sur les phénomènes de société. J'ai pour l'habitude de dire que nous sommes des lanceurs d'alerte puisque les choses qui se disent comme ça, dans la confidence ou dans la souffrance, deviennent par la suite un phénomène de société assez rapidement. Donc, c'est un peu le fil conducteur de mon raisonnement et de ma façon d'agir dans la société, mais j'aime bien aussi aller dans des endroits où on n'aime pas trop aller, sur des sujets tabous en général. Et donc, je pense, oui, ce sont ces deux choses-là, l'engagement, l'observation de la société et des choses dont on parle pas et que moi j'aime bien mettre en avant du tableau. Je ne sais pas si j'ai tout dit sur moi. J'ai fait plein de choses. Parfait. Donc, j'ai fait de la politique. Vous écrivez aussi, vous avez oublié de dire que vous écrivez. Ça, c'est important quand J'ai même. écrit, voilà, j'ai écrit des essais, j'ai écrit des romans, j'ai écrit un manifeste avec lequel j'ai fait un tour de France, d'où beaucoup de choses qui ont découlé, dont l'Institut d'études et d'action citoyenne que j'ai cofondé avec mon ami Maître Mahati et mon amie Delphine Peretti-Courti, qui est historienne et spécialisée dans toutes les problématiques de discrimination dans le domaine de la santé. Euh, et donc, qu'est-ce que voilà, en fait, je m'intéresse à l'évolution de la société. Et ce que vous disiez en introduction que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on a vraiment besoin de ce moment de réparation. Parce que nous sommes dans un moment où, comme Freud le disait, vous savez, nous sommes un petit peu faits de deux pulsions, d'éros et de thanatos, c'est-à-dire des pulsions de vie et des pulsions de mort. C'est vrai que la violence qu'on vit actuellement nous fait plutôt penser qu'on est attiré vers cette pulsion de mort, hein. Et donc, heureusement qu'il y a des petites, voilà, des consciences, des grandes consciences et des petits germes comme ça qu'on essaye de faire, de faire pousser des germes donc de vie. Et moi, je trouve que ce livre va vers cette tendance de la réparation dans le sens d'où on réinjecte de cette pulsion de vie, justement. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié, que je voudrais réparer. Ouais, c'est toujours le mot réparer. C'est sous l'initiative de Florian Dacheux. Donc, je voudrais bien le souligner parce qu'il a fait un travail remarquable. Il a fait un premier ouvrage. Le voilà. Il est aussi en librairie. Il est encore en librairie. Vous le trouverez sur le site Multiculti et sur les sites de vos libraires indépendants. Ça, c'est important. Et si je Donc, peux dire juste deux mots sur Florian, d'ailleurs, sur oui. son travail, Ouais. ce qui est effectivement très, très précieux dans le travail de Florian Descheux, c'est que c'est vraiment un homme de terrain.
D'ailleurs, aujourd'hui, il a quitté provisoirement le journalisme pour travailler dans un centre social. C'est quelqu'un qui est très, très investi sur le terrain et de ce fait, sa pratique journalistique est elle-même, je dirais, très à l'écoute de, de choses dont on parle, de choses dont on parle pas, de choses dont on parle moins. Et, et je voudrais aussi dire que ce que vient de d'écrire Fatma de sa mission en fait de médecin psychiatre, c'est vraiment pour le coup l'essence même des réparateurs. D'ailleurs, ce sont des gens qui n'ont pas tous conscience de faire un travail de réparation. Travaille notamment avec des slameurs qui étaient surpris par notre démarche et qui ont réalisé pendant l'interview que oui, il y avait vraiment un travail thérapeutique dans le slam qu'ils faisaient du fait de ces ateliers slam où des gens de différentes générations, de différents milieux, etc., sont amenés à formuler, d'abord à écrire et puis à dire. Et que les deux ont effectivement une fonction thérapeutique que sortaient dans ces ateliers slam des choses qui étaient très profondément enfouies. Donc voilà, et ce qu'a vraiment expliqué Fatma, c'est vraiment, en fait, se nourrir de ce qui s'entend et de ce qui se dit en thérapie et comprendre que au-delà d'une histoire individuelle qui reste aussi une histoire individuelle, bien évidemment, mais qu'au-delà de ça se joue aussi une question sociétale. Et, et on a bien relu, pour le coup, Cyrulnik et son travail sur la résilience. Et c'est très clair que la résilience, c'est vraiment une voie possible, souhaitable, pour un individu. La réparation, c'est permettre, d'ailleurs, à des individus de pouvoir faire ce travail aussi de résilience, c'est-à-dire de pouvoir porter sur les devants de la société des sujets qui sont méconnus, souvent méprisés, souvent gérés de manière, je dirais, très verticale, très administrative, sans relation avec le terrain, etc. Et, le travail de Fatma, c'est vraiment celui-là. Ça avait été d'ailleurs, moi je connais son travail depuis longtemps, aussi avant sur le thème de l'alcoolisme des femmes, par exemple, qui était aussi un vrai tabou. Les addictions, hein, c'est ça. Hein. Ouais, Maintenant, les spécialistes des addictions, voilà. si je bien travaillé. Et voilà, c'est vraiment l'essence même de, de, de ce mouvement qui existe, en fait, parce qu'il permet encore de faire bouger la société par certains endroits, alors que tout nous paraît si figé, si rigide et parfois si désespéré. Dans l'introduction, dans l'avant-propos auquel tu as participé, Marc, avec Florian, vous donnez la définition du Larousse de réparer. Moi, j'aimerais bien savoir ce que représente pour toi le mot réparation, ainsi que pour Fatma, parce que je pense que vous n'avez pas la même vision, puisque Fatma, elle a un point de vue, ben, j'ai envie de dire, en tant que médecin, peut-être, ou alors en tant que femme, vous avez peut-être, et en tant qu'homme, vous avez le même. Quel regard vous avez sur le mot réparation? Moi, j'aime bien son côté bricolage, en fait. C'est une de nos collaboratrices, Réjeanne Despira, qui avait employé ce mot sur réparation. C'est-à-dire qu'effectivement, on bricole de cette manière, mais du coup, ce bricolage donne une vraie inventivité. Voilà. Et on met les mains dans le cambouis quand on voilà. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là dans le travail de réparation, c'est-à-dire vraiment de, 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 de faire en sorte que la société regarde aussi ces sujets quand elle détourne le regard, que là, elle ne les détourne plus, qu'elle apprenne à les assumer, en fait, parce qu'ils existent et qu'il y a cette inventivité du quotidien qui permet à des tas de gens de proposer, d'inventer, de voir que ces solutions qui sont expérimentées marchent, qu'elles portent leurs fruits, etc., mais qui restent pour beaucoup absents des médias, en tout cas des grands médias, et très méconnus, alors que il reste une forme de colonne vertébrale quelque part de la société. Il y a vraiment des quartiers où les réparateurs dont on parle, s'ils n'existaient pas, le quartier s'effondrerait. C'est pour ça que je parle de colonne vertébrale, c'est à ce point-là.
Et effectivement, ce livre, c'était vraiment une manière de leur rendre hommage, de raconter. Et, et je pense que c'est un bouquin qui fait du bien, en fait, parce que quelque part, on est dans un monde tellement fracturé, que ce soit en France ou à l'international, etc., que là, on voit vraiment des gens qui, en fait, en œuvrant souvent à partir de choses qu'ils ont eux-mêmes vécues, souvent, pas toujours, mais souvent, en fait, vont vers je dirais, le bien commun, quoi, et proposent des choses, en fait, qui peuvent concerner des tas de gens par extension. D'où vraiment la nécessité de cet hommage. Et Florent Dacheux, pour terminer sur lui, était vraiment la bonne personne pour coordonner cet ouvrage, parce que voilà, c'est ce type de journalisme vraiment de terrain, c'est la contre-information sur les réseaux sociaux, en fait. Et vous, Fatma, quand on vous dit, est-ce que ça vous est arrivé qu'avec quelqu'un vienne vous voir en disant, il faut me réparer, j'ai besoin de réparation? Non, justement, moi j'ai bien aimé le titre et ça m'a beaucoup donné à réfléchir, d'autant que, mais vraiment par un hasard, mais incroyable, euh, on a donc à l'Institut d'études et d'action citoyenne, qui est un institut qui s'intéresse à la santé mentale et au racisme et au préjudice juridique secondaire à un vécu raciste. Et donc, on a créé un réseau sur toute la France, qui est donc le réseau Répar, qui est le réseau d'écoute psychologique et d'aide aux personnes victimes de racisme avec S. Et donc, vraiment, enfin, il doit y avoir quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui s'est mélangé au moment de la création de ce réseau-là. Mais moi, en fait, je me vois comme soignante. Peut-être que, il est certain que je bricole dans les solutions que je trouve au niveau plus collectif. Parce qu'en Mm. fait, l'État, ce qu'on fait là, par exemple avec notre institut et certainement ce que fait Marc avec beaucoup d'autres initiatives, moi ce que j'ai fait pour les femmes et l'alcool, ce sont des choses qui doivent être faites par l'État. D'accord? Nous, quand on a monté notre association pour les femmes et l'alcool, on ne nous a pas donné d'argent. On était bénévoles jusqu'à nous épuiser. Là, j'espère qu'on va pas s'épuiser. Donc, ce sont des choses qui sont faites et donc on essaye de bricoler. Mais moi, je me vois plutôt comme une soignante dans mon cabinet, là où je suis, là où vous me voyez. Là, je soigne, c'est-à-dire je fais pas, je fais appel à une expertise. C'est ce que je dis à mes patients. Je leur dis, vous savez, entre vous et moi, il n'y a aucune différence. Moi aussi, j'ai des souffrances. Vous, en ce moment, vous avez plus de souffrances que moi. Donc, vous faites appel à moi parce que je dispose d'une expertise médicale, psychiatrique, pour faire un diagnostic, pour vous traiter, pour vous accompagner, etc. Je suis une soignante. En revanche, par exemple, pour parler de ce qu'on fait à côté à partir de la psychiatrie, eh bien là, je suis une citoyenne avec une connaissance particulière et il m'arrive de faire des choses, par exemple, avec des anciennes buveuses lorsque j'ai monté cette association, et là, avec des patients qui sont en souffrance, qui sont discriminés du fait euh, de leur, euh, de leurs origines. Alors on peut me dire, c'est un changement de registre, comment tu fais en tant que psy pour machin. Et je reviens à la question du professionnalisme quand on est dans un cabinet et qu'on est face à une pathologie. Les gens sont pas bêtes en fait, ils savent très très bien qu'à un certain moment, on fait appel à quelqu'un pour une aide particulière et technique particulière. Et quand on est en dehors, eh ben, on est engagé pour une cause particulière. Et puis de toute façon, comment dire, à un moment ou à un autre, en particulier sur ces questions de racisme, puisque c'est sur ça que je travaille, on va se croiser à un moment ou à un autre, patients, parents de patients, parents d'élèves, parce que je vois des élèves aussi qui sont discriminés à l'école. Voilà, à un moment ou à un autre, on se rencontre sur une cause qui aujourd'hui est en train de disloquer la France, en fait. D'ailleurs, moi, je trouve.
Il y a une, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a une, moi j'ai appelé ça le média trauma parce que les gens se sentent vraiment très très attaqués, très heurtés par ce qui se dit dans les médias, mais la haine, on parle aussi de ces registres-là aujourd'hui, c'est devenu quasiment une rente émotionnelle, une rente médiatique, une rente politique, une rente émotionnelle de la part de certains intellectuels, puisqu'ils savent en fait qu'un discours de haine attire plus l'attention qu'un discours de solidarité. C'est beaucoup plus facile de haïr et d'être dans le rejet de l'autre que de construire quelque chose. L'amour est plus difficile à construire que la haine. Et donc, voilà, on est dans cette espèce on essaye, c'est dur, mais on essaye d'être dans le courant de faire stop à à ce courant de haine qui est devenu, comme je le dis, une rente, et on essaie de construire des choses pour se relever. J'avais juste une petite chose à dire, parce que je pense que c'est intéressant pour la suite de notre échange, c'est que la notion de résilience, euh, est de plus en plus considérée par, en tout cas par les patients que je vois et qui ont vécu depuis leur enfance dans les cas, la mise à l'écart de la société, etc. C'est un mot qui marche plus beaucoup Ouais. parce qu'en Faut le fait, dire. ouais, parce qu'en fait, il y a comme un côté de passivité Mm. quand on rentre vraiment dans la finesse du débat, etc., ils ne le rejettent pas. Ils disent effectivement, c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Je l'accepte plus, je suis en colère. Mm. C'est la colère aujourd'hui j'ai l'impression que le moteur aujourd'hui, c'est davantage cette colère et la prise de conscience de ses droits. Hein. Et on change de registre. On n'est plus dans ah, mais oui, je me suis construit malgré machin, tout ça. Non, on est dans eh ben, ça alors, j'ai dû me construire malgré tous les obstacles. Eh bien, maintenant, je revendique mes droits. Voyez? Donc, j'ai de plus en plus de débats autour du sujet de la résilience et on commence aussi à évoquer la question de la vengeance. Ah oui. Et ça aussi, c'est intéressant, mais pas dans la vengeance dans le sens de... Attention, parce qu'il faut faire vraiment, il faut le mettre avec plusieurs guillemets. C'est pas la vengeance dans le sens où on a envie de tout casser, etc. Non, non, non. La vengeance sur la vie, sur les échecs, sur ce qu'on... C'est ça? Je voudrais qu'on reconnaisse le mal qu'on m'a fait. Je voudrais que par n'importe quel moyen, je ne veux tuer personne, je ne veux faire de mal à personne, je ne veux surtout pas que les gens vivent ce que moi j'ai vécu. Mais je voudrais que à un moment ou un autre, ce que j'ai vécu soit mentionné quelque part, soit dit à un moment ou un autre. Parce que là, ce que les gens ont comme sensation, c'est que tout ça n'a jamais existé. C'est que les parents dans les bidonvilles n'ont jamais existé. C'est que les parents qui ont été amputés dans des usines et qui n'ont pas eu d'indemnité, etc., ça n'a jamais existé. C'est que les ratonnades n'ont jamais existé. Vous voyez? Il Donc, veut dire que acter par écrit, c'est une réparation, quelque part. Aussi. bah oui, ça peut, oui, bien sûr, c'est une réparation. La réparation est nécessaire. Et j'étais juste sur Ouais, non, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, c'est très... les tendances comme ça dans, on va dire, dans cette espèce d'arc-en-ciel émotionnel. La résilience était hyper à la mode à un moment, enfin, si je puis dire, hein, c'est pas beau comme mot parce Oui, que mais... médicalement ça n'a aucun sens. Mais comme il y a une forme, mine de rien, une forme de libération de la parole, hein. On vit un sale moment, Ben, c'est mais le pouvoir de la parole, plus exactement. Le voilà, pouvoir de la parole. voilà, on vit un sale moment, mais on vit un moment où la parole se libère et moi je pense qu'il va sortir quelque chose d'extraordinaire de cette période, j'en suis certaine. On Mais espère. voilà, on est en train d'étudier certaines de ces émotions. Est-ce que j'accepte encore le mot résilience? Est-ce que finalement, ben, enfin, ouais, il faut qu'on me demande pardon, quoi.
j'ai pas non plus, moi, à remercier. Une de mes patientes me disait l'autre fois, bac plus 8 machin. On me demande tous les jours de remercier la France, que j'en sois arrivée là, mais pourquoi je remercierais la France? Moi, je suis française, je suis née ici. Mes parents sont venus pour reconstruire la France. Non, non, je voudrais qu'on remercie mes parents d'être venus reconstruire la France et je voudrais qu'on me demande pardon à moi d'avoir été mise à l'écart et d'avoir de m'être battue comme lionne pour arriver jusque-là. Et encore, je suis là, mais on me reconnaît toujours pas. Vous voyez? Dans ce livre, il y a 4 grands chapitres. Donc, il y a réparer les âmes, réparer les violences, les exclusions, si je ne me trompe pas, Marc, je parle sous ton contrôle, les exclusions, et après les imaginaires. Pourquoi avoir voulu concentrer uniquement 4 chapitres uniquement? En fait, là, ils se font beaucoup écho entre eux. Et ce qui a été assez passionnant dans les deux rencontres qu'on a organisées en librairie, l'Arbre à Lettres à Paris et la Comédie Humaine à Avignon jusqu'à présent, c'est qu'il y avait énormément d'écoute entre ces différents réparateurs qui étaient tous assez scotchés par ce dont témoignait l'autre et par ses initiatives. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très fort. Quand on écoute Fatma, moi je pense aussi à l'histoire des enfants de la Réunion Ouais, qui ont C'est mentionné, été, ouais. voilà, dont on parle beaucoup dans le livre, et la présidente de leur fédération était présente pour notre rencontre à Avignon et quelqu'un d'autre de la fédération pour la rencontre à Paris. Et là, on voit effectivement que, en fait, ce travail de réparation, il se fait vraiment à plusieurs niveaux, mais que bien évidemment, la reconnaissance par l'État, voilà. Ouais. c'est quelque chose d'irremplaçable. Et que en plus, on pense aussi en termes pour le coup, de dédommagement. Alors les dédommagements acquis par les enfants de la Réunion. Avant d'aller plus loin, je résume quand même ce que c'est que l'histoire des enfants de la Réunion, parce que malheureusement, beaucoup de gens ne la connaissent pas. En fait, ce sont des milliers d'enfants qui ont été déportés depuis l'île de la Réunion pour repeupler les campagnes françaises pendant plus de 20 ans, sous différents gouvernements. C'est un exemple vraiment. Moi, j'aime pas qu'on emploie le terme racisme d'État à tout bout de champ. Je pense que la plupart du temps, il peut y avoir du racisme dans l'État. Le racisme d'État, c'est du racisme produit directement par l'État. Et là, on est vraiment dans ce cas de figure, puisque ce sont des décisions politiques, ministérielles, gouvernementales, qui ont organisé. Et ça a été d'une violence absolument terrible. Il faut imaginer qu'on a fait signer des papiers aux parents qui, pour la plupart, ne savaient pas lire. On leur a dit que leurs enfants allaient faire des études en France, en tout cas dans l'Hexagone, et pourraient avoir une profession, etc. Il faut savoir que l'île de la Réunion était très pauvre à l'époque, et qu'en plus on est allé voir les familles les plus pauvres. Est-ce qu'on peut imaginer l'organisation d'un tel process de déshumanisation qui dure plus de 20 ans? Et leur combat, ça a été bien entendu d'abord de se réapproprier leur propre histoire, mais ensuite de demander réparation, c'est-à-dire reconnaissance, et de pouvoir aujourd'hui la transmettre. Cette histoire-là est un pan de l'histoire de France. Moi, je le dis clairement. Et elle trouvera, j'espère, sa place dans les histoires, parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable, qui n'a pas eu lieu qu'en France par ailleurs, il y a eu aussi d'autres pays. Et donc là, on cite effectivement dans ce travail, je ne sais même plus en fait si c'est réparer nos âmes ou réparer nos violences, ou etc. Parce qu'en fait, il y a vraiment des ponts. C'est euh, bon partout, en fait, oui. il y a vraiment des ponts entre chacun. Quand le journaliste Charles Cohen raconte le travail des esthéticiennes sociales, de ces femmes qui vont à la rencontre d'autres femmes qui sont en situation d'exclusion, de précarité, de discrimination spatiale aussi, etc. Et qu'elles vont à leur rencontre en fait pour déclencher quelque chose sur le plaisir
l'image de soi. Mais l'image de soi, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose d'important. C'est pas quelque chose de futile, l'image de soi. C'est quelque chose de très, très important. Et donc, là aussi, en fait, elle déclenche des choses, des possibilités d'agir sur sa vie. Et souvent, agir sur sa vie, c'est aussi se rendre compte que on a une histoire individuelle, mais il y a aussi, effectivement, un environnement social, sociétal, qui a voulu, il n'est peut-être pas arrivé complètement, mais a voulu en tous les cas décider quelque chose à votre place. Et donc c'est reprendre sa place dans sa propre vie et reprendre sa place dans la société en même temps. Et donc c'est un travail qui n'est pas que pour soi-même, qui est aussi forcément pour les autres. Et il y a vraiment tous ces exemples-là. Et donc après les dispatcher entre différents chapitres, c'était presque un peu formel parce que tous se répondent les uns aux autres. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quoi? Alors, on parle de Saint-Ouen, on parle de Barbès, on parle de Marseille, des quartiers nord. À chaque fois, ce sont des initiatives locales. Pourquoi? Alors, Fatma a donné un début de réponse. Pourquoi c'est pas à grande échelle, à votre avis? Pourquoi on n'arrive pas à ce que ça soit l'État ou un ministère qui dise, bon, ben maintenant, on y va, il y a Et des choses parce qui que sont faites locales. la fracture entre les gens qui font, qui pensent, qui inventent, et les gens qui décident, qui organisent, qui légifèrent, la fracture est absolument phénoménale. Complètement. Ce qu'a fait Marc, en fait, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Achille Mbembe, certainement, qui Ouais. est un grand penseur et qui a parlé de narcopolitique et qui a parlé de la question de la visibilité, c'est-à-dire à partir du moment où vous n'êtes pas visible, vous n'existez pas. Ce qu'a fait Marc, c'est d'une certaine façon rendre visible un certain, enfin Marc et Florent, de rendre visible des sujets qui ne l'étaient pas. Et je pense en particulier à ce problème gravissime de ce qu'on appelle les enfants de la Creuse. Et vraiment, c'est troublant de réaliser que Mm. ça n'est pas du tout euh, dans les écoles, dans les bouquins d'histoire, qu'on ne connaît pas cette histoire, etc. Mais pourquoi est-ce que tout ce qui est fait là, toutes ces initiatives ne sont pas réalisées par l'État? Parce que l'État a des préoccupations qui, enfin ça c'est mon opinion de femme engagée, qui aujourd'hui ne se tournent pas vers l'intérêt général. On le sent très très bien. Moi, l'année dernière, ce que j'ai fait, donc j'ai mis là derrière moi, j'ai fait un tour de France en 11 étapes. J'ai terminé par Marseille avec Marc euh, et un café social dans les quartiers nord de Marseille qui s'appelle l'Après-m donc ce tour de France avec ce bouquin qui s'intitule Debout, tête haute, qui est un manifeste pour répondre au racisme. En fait, dès qu'il est sorti, j'ai été invitée de très nombreuses villes en France par différents acteurs, des libraires, des cinéastes, des réalisateurs de théâtre, des écoles, des lycées, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme vient de le dire Marc, que la société civile, les citoyens, sont dans une démarche de solidarité, Mm. de lien, de tissage, en fait, il y a vous n'entendrez jamais, par exemple, sur une chaîne que j'ai pas envie de citer, parler de combats de femmes voilées avec les queers. Or, ça existe sur le terrain, en fait. Voyez? Donc, en fait, il y a quelque chose qui relève du gap énorme entre le français, les Français, monsieur, madame, tout le monde, nous, ce qui nous intéresse dans la vie, notre rapport au monde, notre rapport entre nous, et les objectifs et les ambitions je mets là le haut, pour moi, c'est l'État, les responsables. Pas tous dans l'État, je parle pas des Mm. fonctionnaires, etc. Je parle essentiellement des politiques et des influenceurs. Effectivement. Mm. Vraiment, il y a un gap énorme. Ce qui se passe en France, dans les territoires, qu'ils soient ruraux, parce que j'étais dans partout, moi, quartiers, grandes villes,
à tous les niveaux, il y a une volonté, là je reviens sur la pulsion de vie, qui est immensément importante et dont les politiques ne réalisent pas la force et la puissance et qu'ils ont tort de ne pas aller regarder de plus près. Parce que Mais carrément, c'est des leviers électoraux énorme. incroyables et de solidarité nationale et surtout de cette lumière, quoi. Il y a des étincelles partout dans ce pays. Et il faut quand même ajouter une chose, c'est qu'en plus de ça, ces gens travaillent dans une précarité de plus en plus grande. Hein, Oui. parce que les 10 dernières années ont travaillé à un démantèlement total du tissu associatif, la suppression des emplois aidés sur la logique des entreprises, comme si les associations étaient dans la même logique qu'une entreprise, etc. J'en passe, j'en passe, j'en passe, et qu'aujourd'hui, on arrive à un tissu associatif qui est globalement ravagé par les politiques de l'État. Voilà. Donc, Exactement. ce sont des résistants dont nous Oui, parlons, oui. ces réparateurs, ce sont des résistants. Oui, 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 c'est des hussards de la République en fait, et sans être forcément dans l'associatif. Ce qui m'a vraiment scotché, parce que je connaissais pas cette France-là, hein, j'ai été dans des endroits incroyables, que parfois je les cite et les gens ne savent pas où j'ai été. Mais quand vous parlez avec des jeunes, des moins jeunes, des lycéens, des collégiens, etc., puisqu'on parlait, moi je parlais de la question de Mm. la répercussion du racisme. Mais pour eux, en fait, le sujet, c'est pas du tout l'immigré, c'est Mm. pas du tout l'étranger. Eux, ils rêvent d'aller de l'autre côté de la Méditerranée, etc. Non, leur problème, c'est le transport. Leur problème, c'est comment faire des études supérieures, aller au-delà de bac+2. Leur problème, c'est l'accès aux soins. Leur problème, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas du tout l'étranger. En fait, le racisme, ils sentent que c'est quelque chose qu'on met dans une roue politique qui les alimente, mais ce n'est pas quelque chose qui porte en eux. Leur problématique est très, très, très concrète. Vous voyez? Mhm. Alors que nous, voilà, de Paris, on nous fait croire que ces gens-là n'aiment pas l'étranger, machin, mais on leur fait dire des choses, on parle à leur place, en fait. Tout est une question d'écoute, de dialogue et de parole. On en Complètement. revient à la base, en fait. Mm. D'y Si on... aller, d'y aller, voilà, de tisser ce lien, aller parler, Mm. se comprendre. Bon, après, c'est mon métier, mais c'est vrai il y a un gap énorme entre ce qu'on entend à la télé, mais même hein, sur certains réseaux sociaux, où ce sont toujours les mêmes, en fait, c'est toujours les haineux qui prennent le dessus. Bon, c'est plus la haine qu'on entend que ces initiatives que Marc met en avant dans son livre et d'autres qui sont moins connus, mais très utiles, très utiles. Avant que j'oublie, ça c'est une force de multiculti-édition, à la fin du livre, il y a un petit QR code. Je vous engage à faire comme moi, j'ai fait cet après-midi. Parce que je vais toujours flasher pour voir si ça fonctionne bien. Parce que des fois, je me dis, s'il y a, il y a un truc, ça va pas aller. Il y a derrière ce petit flashcode des reportages. Alors c'est très court à chaque fois. Il y a, c'est des vidéos, il y a un slammer qui vient parler, il y a un stage de journalisme, il y a des ateliers d'écriture. C'est mais énorme et vous allez apprendre plein de choses et c'est tellement solaire. En fait, finalement, tous ces gens, ils sont hyper solaires. Bien Ils ont, sûr, ils ont bien sûr, d'avoir une réparation de l'âme, mais ils sont solaires et on bien n'a pas sûr. l'impression qu'ils souffrent. Mais voilà, donc allez flasher le QR code parce que là, vous allez entendre des choses que moi, j'ai pas tout fini parce il y en a beaucoup. Pour une fois, j'ai envie de dire, là, souvent, on en avait deux ou trois. Là, il y en a beaucoup et c'est vraiment très, très intéressant. Donc ça, c'est aussi la force des éditions Musiculti. Et je le répéterai jamais assez, allez vraiment chez votre libraire, demandez. Même, il y a des romans, hein, puisque Marc a sorti un roman noir, il va en sortir un à la rentrée. Quoi, c'est en octobre, hein, Marc, ton Ouais, prochain. non, non. Là. On avait reçu Marie Vanaré aussi qui était là. Allez-y, parce qu'il y a des paroles, il y a des médecins qui viennent parler. Pointe, ouais. Ouais. C'est vraiment super intéressant. Selon vous, c'est qui les réparateurs actuels de la société? Ben, en fait, ce sont des gens qui se retrouvent finalement dans un process un peu comme pris au piège par un certain nombre de problématiques. Je pense notamment aux gens qui travaillent, par exemple, sur la question des rodéos urbains et des rixes entre jeunes, qui font quand même beaucoup de victimes chaque année en France, hein, quand même, et généralement qui donnent lieu à une déclaration d'un ministre ou d'un autre la plus insipide possible, nous condamnons, nous, etc., etc., etc. Eh ben, il se trouve que là aussi, il y a des gens qui inventent des méthodes.
absolument incroyables. Je pense à Mamadou Dougara dans le 18e arrondissement de Paris, qui en fait s'est dit que il fallait absolument travailler avec les jeunes qui ont été auteurs ou, et souvent, et victimes de violences, qu'il fallait directement travailler avec eux, qu'il fallait les impliquer, eux, dans le projet pour pouvoir parler à d'autres jeunes et construire des ponts. Et quand je dis construire des ponts, ça peut être très concret. Parce que par exemple, entre le 18e et le 19e, où il y a eu quand même plusieurs victimes, très jeunes, hein, on parle de jeunes, les RICS, c'est en gros entre 13, 14, 15, 16 ans. Hein. Et ben là, vraiment, en responsabilisant finalement les jeunes participants, il est arrivé à infléchir, pas à résoudre complètement, mais à infléchir très favorablement ce qui s'est passé. Ou je pense à un autre, Nadir Youlin, qui lui est un jeune réalisateur qui a grandi dans des quartiers populaires en banlieue de Paris, qui est un jeune réalisateur et qui en fait travaille sur l'immersion. C'est-à-dire qu'il place des jeunes, alors vous allez dans une salle, il y a des jeunes, genre 50 ou 100 jeunes, chacun avec leur casque, et en fait, il leur fait vivre le rodéo urbain, Ah oui. l'adrénaline, mais jusqu'à l'accident. Et en fait, il part de cette adrénaline-là parce qu'il la connaît, peut-être qu'il l'a vécue, en tout cas, il la connaît, il sait bien la sentir, et il part de ça pour faire une sorte de travail vraiment thérapeutique par l'image et par l'exploration du risque qui n'est plus du tout abstrait, qui n'est plus du tout moralisateur, qui n'est plus du tout il ne faut pas faire ça parce que si, etc. Là, le jeune le vit en direct. Et c'est vraiment, vraiment un travail absolument extraordinaire. Et comment on devient réparateur? Je pense justement, on se retrouve pris au piège d'un problème et on se dit, bon voilà, comment en fait faire en sorte que collectivement, on puisse réfléchir à l'écoute de la parole, à l'élaboration de solutions, à un travail de faire ensemble, pas beaucoup de vivre ensemble et tout. Bon, le vivre ensemble, c'est compliqué. Le faire ensemble, c'est important. Faire ensemble, c'est important. Et ça, ces réparateurs, justement, sont des gens qui vraiment ont trouvé les moyens d'exprimer, de dire ces sujets et de faire avec les gens, de ne pas faire pour eux, de faire avec. Alors justement, moi j'ai une question pour Fatma. Est-ce qu'on peut vraiment réparer une souffrance psychique ou il s'agit plutôt d'apprendre à vivre avec? Oh bah ça dépend, mais j'espère qu'on en répare. Mais là, c'est une très 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 vaste question. C'est-à-dire que Oui, ça oui. dépend des pathologies. Alors évidemment, il y a des pathologies qu'on arrive à guérir, des pathologies chroniques qu'on guérit au moment de l'épisode aigu et on prévient le patient. Et tout est une question d'éducation, d'accompagnement, etc. Mais non, il y a des pathologies qui sont bien évidemment guérissables et puis d'autres qui sont chroniques qui reviennent et on est là pour les soigner. Mais si je reviens sur votre question précédente, en fait, j'avais une idée là qui me traversait l'esprit, c'est-à-dire que c'est vrai pour dire les choses, mettre un peu dire les choses comme je les pense. Aujourd'hui, on est quand même à la veille d'une bascule vers un moment qui risque d'être noir et qui risque d'être un moment de très violente injustice. Et ce que je vois comme allant dans le sens de cette volonté inextinguible comme ça de réparation, d'aller vers l'autre, etc., ce sont ceux qui ont conscience en fait de cette injustice croissante sont des personnes qui ont vraiment des antennes comme ça, de l'hyper-empathie, hein. C'est un mot aussi qu'on n'a pas Oui, cité, mais c'est très absolument, important de mentionner l'empathie. absolument. Donc, c'est des personnes qui sont hyper empathes
et qui sont inquiétés par cette montée d'injustice, qui ont de l'énergie pour donner aux autres et pour construire, vous voyez? On a vraiment l'impression que c'est un mouvement général de personnes qui ont cette énergie, qui sont pas fracassées par la vie. Remarquez, comme on le disait au départ, il y a des personnes qui sont Oui, fracassées dans la vie et qui veulent aussi mais- partager leur parcours. Mais on va dire que vraiment les meneurs et ceux qui ont envie de faire quelque chose, et ils sont très nombreux, ce sont ceux qui aujourd'hui se dressent, s'érigent contre la violence, l'injustice, etc. Et ils sont très nombreux et ils sont aussi jeunes et moins jeunes. Mais moi, j'ai une foi en la jeunesse que je vois à la fois dans mon cabinet, que j'ai vu en faisant tout ce tour, en voyant les engagements. Mais les jeunes sont extraordinaires, extraordinaires. Je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, ça je l'ai vu il y a plusieurs fois. Je pense que ça se passe à Marseille. C'est des jeunes de banlieue qui sont assis sur des fauteuils de oui. camping et qui parlent de littérature. Ah, mais c'est Là, en affreux. ce moment, ils parlent d'un duel entre Verlaine et Rimbaud et Ouais. c'est avec leur langue, leur Ouais, langage, hein. mais c'est Et super. c'est énorme parce que du coup, tout Super. le monde les suit et ils font passer des messages qui sont mais génialissimes, quoi. Et Donc puis, ça donne. d'un autre côté, je ne sais pas si vous avez vu la fameuse vidéo des élèves de Polytechnique au moment de la remise Ouais. des prix, qui refusent aussi ce système capitaliste, injuste, etc. Donc, vous voyez, c'est convergent. Ce sont des mouvements convergents, je dirais toutes classes confondues, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une injustice mondiale dont on prend conscience et qui est, je ne peux pas dire que c'est plus injuste qu'au Moyen Âge, j'en vais pas dire ça comme ça, mais disons que la prise de conscience et le progrès fait que nous devenons plus exigeants et c'est normal et pourquoi pas s'embarquer dans la réparation, dans l'engagement et dans le dévouement pour une forme de solidarité, oui. Alors pendant qu'on discutait, il y a des questions qui sont arrivées. Je vais poser la première, c'est Diane qui la pose et qui dit, à la lecture de ces parcours de personnes engagées, peut-on dire que la reconstruction d'une personne dépend davantage de son entourage que d'un suivi médical? Oh, mais je pense qu'elle est pour moi la question. Oh, je la pose et qui... Alors, en fait, moi, je dis toujours que ce qu'on nous apprend dans les cours de médecine et qu'on doit appliquer régulièrement avec nos patients, c'est de prendre l'individu dans sa singularité. À travers son corps, sa psyché, mais en fonction du cadre familial, du cadre dans lequel il évolue, et bien entendu de son histoire, parce que moi, c'est aussi ça qui m'intéresse lorsque je travaille sur la question de l'imaginaire colonial en France et de ses répercussions sur la santé mentale, et en fonction de la société. Donc pour moi, voilà, c'est des petits cercles comme ça qui grossissent et en fait pour être bien, eh bien comme dit très bien l'OMS, être en bonne santé, c'est être en bonne santé mentale, physique et sociale. Donc ça dépend un peu de tout. Si vous êtes hyper bien, je veux dire, si vous n'êtes pas du tout dépressive, pas du tout addict, pas du tout anxieuse, dans une société qui vous demande d'aller à 200 à l'heure, où vous avez un environnement où, je sais pas, une mère qui a un Alzheimer, un père qui a un cancer, un chantier à côté, vous pouvez pas aller bien. Et à l'inverse, si vous êtes archi dépressif et que vous êtes millionnaire, j'ai suivi à un moment une personne qui souffrait de troubles bipolaires, la pauvre, et qui me disait qu'elle était tellement riche qu'elle savait pas quoi faire de ses résidences secondaires et qu'elle était malheureuse. Voilà, c'est un tout en fait qui fait que vous soyez bien ou pas dans la vie. Alors Mais ça, c'est je vrai pense que la santé est importante quand même. ça, peut-être que c'est Marc qui va y répondre à celle-là. C'est Laurence qui dit, si vous deviez ajouter un chapitre au livre Les réparateurs, quel type de réparateur méconnu aimeriez-vous faire découvrir au public? Les visiteurs de prison, clairement. Par exemple, parce que ben, on en parlait un petit peu juste avant l'émission. En fait, ce sont des lieux qui sont vraiment dans un abandon total de la société, quoi.
Et je trouve que les visiteurs de prison font vraiment un travail absolument extraordinaire. Il y a vraiment des tas de gens. Et ce qui est aussi important, c'est de parler aussi de gens qui sont dans un combat a priori individuel, vraiment là, qui sont pas du tout dans le collectif, qui sont dans un combat individuel, mais qui ont une telle force de proposition qu'ils ont un impact en fait sur le collectif. Je pense au travail de Roxane Butterfly, dont nous parlons dans Les Réparateurs. Ouais, Roxane Butterfly est une femme absolument stupéfiante d'ingéniosité, d'amour, d'amour. C'est une grande chorégraphe. Le New York Times parlait d'elle comme la John Coltrane de la danse, c'est dire quand même. Et c'est aussi une maman qui a une petite fille qui est aujourd'hui une ado, mais qui a eu une enfant avec un handicap fort. Euh, et qui s'est vraiment d'abord, je dirais, battu, vraiment, qui est vraiment entré en résistance face à toutes les difficultés et les incompréhensions et les non prises en charge auxquelles elle a eu affaire pour l'éducation de sa fille, avec un niveau en plus d'exigence très important pour stimuler sa fille. Elle disait, par exemple, on disait de la placer dans un institut. Mais qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Des travaux manuels, des choses comme ça. On n'apprend pas l'anglais, on n'apprend pas, etc. Et qui voulait vraiment que sa fille puisse avoir droit à une égalité de traitement par rapport à d'autres enfants. Et en fait, sa fille s'est elle-même, d'une certaine manière, convertie au type de danse qu'elle pratique, le tap dance, et elle crée des spectacles ensemble, et elles portent ensemble cette énergie de vie, de pulsion de vie. Une pulsion de vie, là, il faut vraiment les voir pour comprendre ce que c'est qu'une pulsion de vie. Et vous voyez, c'est pas un collectif, c'est une femme, deux, et une ado, qui ont vraiment créé quelque chose de très inspirant et de très, très stimulant pour toutes et tous. Et finalement, qui ont transformé leur combat en création, en énergie et en volonté de partage. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très, très inspirant. Mais comme toutes les personnes que vous pouvez trouver sur le livre, je veux aussi rajouter aussi par rapport au travail de Fatma, c'est que la continuité aussi de tout ça, c'est de faire en sorte que la formation des médecins, des psys, etc., soit enfin dans une reconnaissance des conséquences du racisme, etc. C'est-à-dire que son travail maintenant, il est aussi largement sociétal pour interpeller, pour proposer, y compris des textes de loi, etc. Et c'est ça la logique de cette réparation, c'est qu'on part vraiment d'une histoire de personnes et que on élargit ce champ pour que tout le monde en fait puisse progresser. Voilà. Et merci. voilà. Non, merci Marc d'avoir parlé de ça, parce que je ne pensais pas que c'était que je pouvais en parler, mais effectivement, nous avons été jusqu'à proposer un texte de loi qui fasse que le trauma suite à un vécu raciste soit systématiquement reconnu, que les préjudices soient systématiquement reconnus. On voudrait faire une sorte de mouvement MeToo racisme en fait, mais on peut pas le faire dans la mesure où le tabou sur l'histoire coloniale de la France est tellement important, mais petit à petit, voilà, on prend un Poser jalons. terrain, voilà, on pose des jalons et on fait en sorte à ce que, on en parle, parce que les gens ne savent pas qu'ils ont des droits. Les gens ne savent pas, en fait, ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, cette déflagration intérieure, cette décomposition, cette souffrance, ce manque de confiance en soi, etc., a un lien avec le vécu depuis l'enfance, a un lien avec le vécu de leurs parents, etc. Ils n'ont pas conscience de ce lien-là. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est enseigné, ça, vous voyez? Et en France, non. Donc, C'est voilà, avec cette... culturel. Ça vient de la culture, je pense. La culture française qui ne veut pas.
Bah, la culture et l'histoire Ouais. française, puisque l'histoire française est dans un déni, enfin la France est dans un déni de son passé, de son histoire coloniale, du racisme qui existe aujourd'hui. Regardez, si vous regardez tous les rapports des observatoires des inégalités, du racisme, toutes les études qui ont été faites sur les discriminations à l'embauche, sur les discriminations à l'hébergement, etc. Ça fait des années et des décennies, je dirais, que en fait on retrouve les mêmes résultats, les inégalités scolaires touchent toujours les mêmes catégories de population, etc. Mais qu'est-ce qui est fait au niveau de l'État en réalité? Franchement, rien. Je suis pas la seule à le dire. Oui, Même la oui. CDH le dit officiellement. Donc ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a rendu invisible. Voilà, l'invisibilisation fait que du coup, quelque chose n'existe pas. Et donc, par cette loi où en fait on ne fait que rajouter des obligations par rapport au racisme et à la reconnaissance du traumatisme, on aimerait que ça soit signé. On aimerait aussi que le grand public, la population, sache que quand on est victime d'un délit, parce que le racisme est un délit, eh bien, on a droit de porter plainte. Et si on se sent heurté et si on se sent mal et si on a envie de se suicider parce que le racisme peut tuer à petit feu aussi, eh bien, on peut aussi aller consulter un psychiatre ou un psychologue. Et c'est à travers ce réseau Répare, justement, sur toute la France, où on a créé une cartographie. Quand vous êtes dans un endroit où vous êtes victime de racisme, vous allez cliquer sur cette carte qui existe donc sur notre site de l'Institut d'études et d'action citoyenne. Vous cliquez, vous cherchez psy, vous avez les coordonnées d'un psy ou d'un avocat, vous avez les coordonnées d'un avocat. Voilà. Et ça, c'est un travail qui devrait relever de l'État, puisqu'il il est dans le soin. La psychiatrie a été mentionnée cause nationale l'année dernière. On parle beaucoup de l'histoire de France et de l'histoire coloniale aujourd'hui et de l'apport de l'immigration. Donc, il est vraiment temps de verbaliser, de sortir de cet impensé, en fait, dans le narratif et de revoir le narratif. Parce que ce qu'a fait Marc aussi avec ce livre, c'est de permettre des narratifs de terrain, des narratifs qui sont dits par les personnes concernées, parce que très souvent on parle à la place de ces personnes-là. Exactement. Et donc de restaurer ce narratif, le narratif je sais pas, de celui qui répare les SDF en termes esthétiques. Ben nous, dans ce qu'on fait sur notre travail, dans notre travail sur le racisme, on aimerait que le narratif de l'histoire de France intègre ces moments-là, ces moments durs qui ont des répercussions sur nous aujourd'hui. La dernière question, parce que là, ça va bientôt, on va arriver au terme de l'émission, mais c'était pas sûr, on resterait des heures hein, à discuter de ce sujet super important. La dernière question, c'est Ariane qui la pose. Alors, ne vous battez pas pour répondre. Peut-on réparer soi-même, se réparer soi-même en aidant les autres? Évidemment que ça fait partie, il me semble, d'un process en tous les cas, il y a une manière, je pense, chez beaucoup de réparateurs, de faire quelque chose de leur vécu, en fait. De ne pas rester juste sur un constat, mais que puisse devenir un moteur. Voilà, que ça puisse devenir aussi un moteur pour aller vers d'autres. Donc, moi, je pense que oui, il y a à la fois une manière de se réparer soi-même en, en faisant, comme l'a dit Fatma, avec les autres aussi un travail de réparation et pas de parler à leur place, etc., mais au contraire d'être un facilitateur. Voilà. C'est parfois même, je dirais, la seule façon de se réparer. Pour beaucoup de personnes qui sont en grosse difficulté, qui sont en grande souffrance, elles ne peuvent se réparer qu'en donnant de soi aux autres. Alors, c'est pas du tout un cas fréquent, mais je trouve que la question est très intéressante dans la mesure où elle évoque à la fois ce qu'on porte nous et notre capacité, la générosité qu'on porte de façon différente les uns et les autres, le don de soi. Quelle signification
à le don de soi ou la difficulté à donner de soi-même. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne s'en sortent qu'en transformant leur crise intellectuelle, affective, sociale, etc., en un projet, en se retournant vers les autres. Moi, j'ai vu par exemple, alors dans la lutte contre le racisme, c'est très fréquent et c'est connu, mais puisque je suis d'autres pathologies, les addicts qui se soignent s'engagent très souvent dans des associations de soutien aux addicts, les anciens, les troubles anxieux, par exemple, les anciens phobiques sociaux, etc., participent à des associations pour expliquer par où ils sont passés, etc., etc. Donc, et partager en fait leur expérience de vie. Donc, on peut même ne se réparer qu'en réparant les autres, mais on peut aussi se réparer autrement. Mm. Parfait. Alors, en tout cas, allez en librairie, allez acheter les réparateurs. Votre livre, Fatma, c'est debout tête haute ou c'est debout la tête haute? Il y a le là ou tête, c'est direct. Debout, virgule, tête haute, manifeste pour répondre au racisme aux éditions du Croquant. C'est un carton rouge. Voilà, et puis il est pas cher, hein. C'est un manifeste, c'est un coup de gueule en fait. Il est à 5 euros et c'est un coup Quand de je gueule. remettrai les coordonnées dessous, comme on me demande le nom de votre association, c'est Addict L au pluriel, Alors, c'est ça? là, c'est pour les addictions, mais en fait, Ouais. je n'en fais plus partie. Elle existe encore. En revanche, le travail actuel, puisque Ouais. maintenant je ne suis engagée que sur les questions de racisme, c'est l'Institut d'études et d'action citoyenne. Voilà, qui D'accord. est en ligne aussi. Ok, donc on remettra toutes les coordonnées. Avant de laisser le mot de la fin à Marc, on se retrouvera, nous, mercredi prochain pour le dernier rendez-vous des mercredis d'Actes Sud avec un primo-romancier qui s'appelle Jules Fournier pour un roman qui s'intitule Mal luné. C'est sur les réseaux sociaux et les booktubeuses. Vaste programme. En tout cas, Marc, Fatma, merci d'avoir été avec moi pour parler Merci. de ce livre si important et si nécessaire, je le rappelle. Et je laisse la fin à Marc, s'il veut bien. Ben, je crois que ce livre de journalisme, qui est la suite d'un premier livre qui s'appelait 100% inclusif également, qui est aussi basé sur des reportages vraiment de terrain, c'est la partie journalisme de Multiculti Édition. Nous travaillons aussi à travers essentiellement la littérature. Et Livre Hebdo avait dit de nous que nous étions là pour visibiliser les invisibles. Ben, je pense que ce livre s'inscrit vraiment pleinement là-dedans et que c'est important vraiment de porter aussi un message positif parce que ces personnes-là vraiment nous donnent envie. Elles donnent envie. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment dans une société aussi fracturée que la nôtre, c'est absolument vital aujourd'hui. Encore un grand merci d'avoir été Merci, avec merci moi ce beaucoup. soir. Bon courage pour demain, Marc, puisque toi, tu vas sur le terrain demain. Et puis, bonne route à Fatma dans sa mission de médecin et sur le coup de gueule, le manifeste. Donc, je remettrai toutes les coordonnées en bas de la vidéo. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée.